Madame Valérie Moulin, Monsieur Roland Coutenceau, Monsieur Frédéric Meunier à nous rejoindre. Et nous allons commencer par la prise de parole de Monsieur Roland Coutenceau, qui est psychiatre, expert, président de la Ligue française de santé mentale, chargé d'enseignement dans de nombreux établissements. Je vais vous expliquer. Il faut appuyer là-dessus. Il y a pas de flèche. Voilà, c'est ça, on y est. Parfait. Et nous, on tient le temps. Ah. Bon. Alors, l'expertise en question, je dirais que l'expertise devrait être un moment qui amène une dynamique dans l'évaluation et la prise en charge du délinquant sexuel. Parce que finalement, il y a deux actes intellectuels bien évalués et après les stratégies thérapeutiques pour la prise en charge. Donc, dans cette première évaluation, je pense que... Ah, on est déjà dans la slide 2. Il n'y a pas de marche arrière ? Ah non, si, c'est bon, c'est bon. Oui, donc je propose un trident d'abord. Finalement, et on le voit d'ailleurs, les experts psychiatres et psychologues classiques s'occupent essentiellement de la personnalité. Je ne le développerai pas particulièrement parce qu'il y a plein d'éléments. Mais là encore, qu'est-ce qui est important ? Est-ce qu'il y a quelques items qui sont plus importants que d'autres, à la fois qui vont être les items à travailler dans la prise en charge ? Mais deuxième élément, il faut zoomer sur le passage à l'acte. J'ai appris, depuis que je suis jeune expert, qu'on apprend beaucoup de choses en évaluant l'homme, ce qu'on apprend quand on sort de la faculté de psychiatrie ou psychologie. Mais on apprend beaucoup de choses aussi quand on l'interroge sur son acte, et pas simplement avec le discours clinique de ce qu'il en dit, mais avec les éléments objectifs de l'enquête sur l'acte, on va en parler. Et puis le troisième élément de ce trident, certains ont dit, oui, l'agression sexuelle, ce n'est pas de la sexualité, ce n'est pas du sexe. Mais oui, mais pourquoi la transgression, elle dérive dans la sexualité ? Il y a quand même quelque chose à aller chercher dans la sexualité de la personne comme clé. Donc voilà le trident. Et il y a un autre élément. Est-ce que, indépendamment de l'évaluation des cliniciens, il y a effectivement des items qui ne sont pas des items cliniques, qui doivent attirer l'attention de l'expert ? On va voir lesquels, on va voir ce qu'il pourrait en faire. Alors, sur le premier axe, j'ai mis 3 éléments parmi d'autres, il y en avait une dizaine, mais j'étais obligé de sacrifier le deuxième transparent. Peu importe. Qu'est-ce que c'est finalement une agression sexuelle ? Vous noterez que, au-delà de la crainte que les sociétés ont que les gens récidivent, la plupart des délinquants sexuels ne récidivent pas. Donc, ils ont fait un acte transgressif un peu dans leur vie. L'agression sexuelle, c'est un comportement égocentrique de quelqu'un qui abuse de l'autre, l'emprise dans le discours des psychopathologues, mais avec le mode opératoire, qu'est-ce que c'est ? La violence, la menace, le harcèlement, la manipulation, avec des sujets qui ont un point aveugle, la capacité de penser l'autre. Et non seulement ils pensent peu l'autre, mais ils ont, comme vous savez tous, des distorsions, des projections, des interprétations sur ce que signifie le comportement de l'autre. Donc, il y a quelques éléments de personnalité qui sont plus importants, je ne vais pas tous les nommer, mais, deuxième élément, l'évaluation de l'acte. On peut s'intéresser avant l'acte, qu'est-ce qui s'est passé, pendant l'acte, souvent, vous savez, c'est un petit peu pauvre, j'étais dans l'état second, j'avais pris du rohypnol, donc ils décrivent une modification du champ de conscience, mais pas des éléments véritablement de mentalisation. Après l'acte, là, on peut répondre aux questions. Est-ce que vous reconnaissez les faits ? Est-ce que vous reconnaissez la contrainte ? Aujourd'hui, grâce aux études sur l'ADN, beaucoup sont contraints, si j'ose dire, à reconnaître qu'ils étaient là avec, évidemment, quelque chose de sexuel, mais ils vont dire, il ou elle était consentante, le vécu surmoïque d'avoir fait ça, le rapport, la capacité d'appréhender le retentissement psychologique, donc pour la victime, et le rapport à la loi. J'en développerai simplement 2. Regardez au fond le rapport aux faits. Des fois, des collègues me disent « oui, le rapport aux faits, ce n'est pas notre sujet, etc. » Mais c'est important parce que dans la manière de les prendre en charge, cette réalité, comment il se situe ? Reconnaissance totale, elle existe, mais elle est rare. Il reconnaît pratiquement ce que dit la plaignante. Reconnaissance partielle, il reconnaît certaines choses et pas d'autres. Reconnaissance indirecte, je ne m'en souviens pas, mais si elle le dit, c'est vrai. Et puis, 3 éléments, parfois, même quand j'étais jeune, je me semblais plus intelligent quand je disais déni, mais c'est des négations, c'est un mécanisme conscient. Ils nient et ils savent bien ce qu'ils font. Mais cette négation, elle peut être banalisante, un peu molle, elle peut être sténique, avec mise en avant du test du complot
et même parfois menace de mettre un procès en diffamation s'ils s'en sortent, ou bien une négation avec défi. Et aussi, dans le vécu d'avoir fait ça, on voit des positionnements psycho-émotionnels différents. L'indifférence apparente, la honte peut être cachée, le vague malaise, ils répondent en termes cognitifs et pas en termes émotionnels, nommé l'alexithymie par certains collègues. La honte, on voit dans la clinique médico-légale la réapparition de la honte. Avant, quand j'étais jeune expert, on voyait beaucoup de collègues dire ni anxiété ni culpabilité. La honte, extrêmement fréquente, présente chez les auteurs d'agressions sexuelles et chez certains, proches des neuronévrotiques, une dimension de culpabilité. Tous ces éléments vont nous aider dans la stratégie un peu différente, ils sont différents, de les prendre en charge ensuite. Troisième élément, explorer la vie affectivo-sexuelle. Comment on peut le faire dans le cadre de la dynamique de l'expertise? Regardez 4 niveaux différents d'exploration de la vie affectivo-sexuelle. Le premier, celui que les cliniciens font tous, même dans d'autres domaines de l'agression sexuelle, c'est est-ce que les gens ont cohabité ou pas? Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils ont paxé? Est-ce qu'ils ont cohabité ou pas? Pourquoi j'ai mis la cohabitation? On va le retrouver donc dans les recherches des statisticiens sur les facteurs de risque. L'aspect relationnel, le nombre de partenaires, est-ce qu'il y a des relations avec des professionnels, et puis la dynamique d'aller vers les problématiques de phobie sociale, d'inhibition, de timidité relationnelle. C'est le niveau relationnel de la sexualité. Et puis il y a 2 autres niveaux où là, effectivement, on est véritablement dans la sexologie. Et comme on le sait, c'est pas difficile de poser les bonnes questions avec une formation sexologique. Ce qui est difficile, c'est de créer un climat où la personne nous dit exactement ce qui se passe. Comment mieux explorer la fantasmatique d'un être humain que de s'intéresser à sa vie auto-érotique. Dis-moi ce que tu penses quand tu te masturbes et je te dirai qui tu es. C'est vrai pour tout le monde. Donc, mais évidemment, ça suppose que le sujet tolère, accepte ce que certains vivent comme une effraction dans leur intimité. Et 4e élément, comment on peut prendre en charge un agresseur sexuel sur mineur? Si on n'arrive pas, et ce n'est pas la chose la plus facile à faire, de savoir si son choix d'objet pédophile est exclusif, préférentiel ou simplement secondaire, comme beaucoup plus d'agresseurs de mineurs que je ne pensais quand j'étais jeune expert, sont simplement des gens qui ont une tentation pédophile secondaire, mais qui n'est pas centrale. Alors, dernier élément de cette évaluation, là on était dans un registre clinique, à la fois la personnalité, l'acte, la sexualité. Au cœur de nos sociétés, il y a 2 patates chaudes dans l'expertise. La question de la dangerie criminologique, celle qui nous concerne aujourd'hui, et aussi la question de l'évaluation du témoignage, du côté des plaignants, des plaignantes. On voit le nombre de plaintes aujourd'hui dont certaines, comme vous le voyez, n'aboutissent pas. Mais dans donc ce regard, est-ce que l'expert, question, doit introduire ou pas dans son expertise les fameuses échelles actuarielles? Pour ou contre? En France, c'est un débat passionnel. Je propose 2 ou 3 modalités, que ceux qui le font le fassent, mais finalement, moi, une des échelles qui me semble les plus pertinentes, les plus simples, c'est la statique 99, qui est simple. Elle est ancienne, certes, mais elle est très facile à faire passer. Et elle donne un petit peu différents types de risques. Mais comme on le constate, comme c'est des éléments non cliniques, elle peut aussi être faite par des travailleurs sociaux, elle n'est pas forcément faite dans l'expertise. Mais dans le cadre de l'expertise, ce qui me semble intéressant, et c'est la voie que je propose, c'est qu'on s'interroge entre cliniciens sur des éléments dont les statisticiens ont démontré qu'ils étaient des facteurs de risque. Antécédents judiciaires. Celui qui a déjà 2 antécédents, on se doute qu'il va être plus récidivant statistiquement que celui qui a une première affaire. Vous savez tous que les agressions sur enfants extrafamiliales sont plus récidivantes statistiquement que les intrafamiliales. Victime garçon, victime inconnue, absence de cohabitation, utilisation d'une arme, séquestration. Et avant de conclure, regardez 2 des groupes d'agresseurs qui ont des facteurs de risque dans le domaine de l'agression sur les femmes adultes. Des sujets à tonalité psychopathe qui agressent une victime inconnue et qui utilisent une arme. Déjà, ces 3 éléments sont des facteurs de risque. Et quels sont, et on le sait tous ici, concernant les agressions sur mineurs,
ceux dont la récidive est la plus problématique, qui suppose peut-être une technique thérapeutique, on le verra demain, la plus ciselée. C'est évidemment les agresseurs sur petits garçons, 20% dans une étude statistique longitudinale au Canada. Et donc, et j'en conclus, c'est vraiment ma minute de conclusion, de cette évaluation de trident, la personnalité, l'acte, la sexualité, mais aussi les facteurs de risque, on peut faire des préconisations dans le champ psy, un suivi simple. Est-ce que l'injonction de soins est toujours utile ? Est-ce que de temps en temps, je m'aperçois, le discutais récemment, on s'aperçoit que par principe de précaution, on ne l'arrête plus, et donc je ne sais pas ce qu'en dira demain Pierre Lamotte. Le traitement anti-androgène, ou en ce qui me concerne, mon triptyque pour le prescrire, entre guillemets, c'est personnalité très égocentrée, fixation fantasmatique, dimension obsédante, et puis, même si c'est dans un autre champ, mais ça intéresse aussi le psychiatre criminologue, est-ce que, avant les sorties de prison, dans certains sujets qui restent dangereux, qui n'ont pas utilisé leur peine, on en parlait tout à l'heure, pour faire un suivi, est-ce qu'il faut préconiser un bracelet électronique ou une mesure de sûreté? Voilà, si je résume, une évaluation la plus pluriaxiale possible qui va donner des pistes de travail dans le champ thérapeutique ou des préconisations dans le champ social. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc j'appelle maintenant M. Frédéric Meunier, psychiatre au service médical pénitentiaire régional de Lyon, chef du pôle de santé mentale des détenus et de psychiatrie légale au Vinatier et expert auprès de la Cour d'appel de Lyon. Merci beaucoup. Voilà, donc on nous a demandé d'intervenir sur la question de l'évaluation avec, vous l'avez vu, une question formulée de façon un peu particulière, puisqu'il fallait parler de l'évaluation qu'on peut demander à l'expert psychiatre ou psychologue et des critères sur lesquels, les critères de cette évaluation. Donc, mon propos et mon rapport, il y a trois dimensions sur lesquelles je vais insister. Il y a la question de la priorité de cas, dont je parlerai plutôt à la fin, la question de la qualité, et notamment des concepts qui viennent de la qualité, et puis celui d'aide à la décision. Parce qu'avant tout, je pense que l'expertise psychiatrique, c'est un outil d'aide à la décision. Contrairement à ce qui a pu être dit à certains moments dans la matinée, dans les débats, où on parle d'un outil qui puisse être décisionnel, notamment dans les indications. La pratique expertale est un outil d'aide à la décision à travers les différents parcours pénal, parcours de soins et parcours de vie. Parcours pénal, celui qui décide, c'est le juge. Parcours de soins, la décision, on pourrait dire qu'elle appartient à l'équipe thérapeutique ou au thérapeute. Parcours de vie, c'est le sujet. Et à chaque fois, en faisant participer le sujet, avec un niveau de contrainte qui, en fonction des cas, peut être assez différent. Dans l'audition publique de 2007, il y avait 3 niveaux d'expertise et je trouve que c'est intéressant et à mon avis, ils ne sont absolument pas à remettre en cause. 3 niveaux d'expertise, avec un niveau 1 plutôt une expertise diagnostique. Deuxième niveau, là, une lecture psychodynamique du passage à l'acte. Et le niveau 3, c'était l'aspect psychocriminologique. Si le but de l'expertise, c'est d'être un objet d'aide à la décision, il y a des critères d'évaluation, enfin des critères en tout cas, cliniques, thérapeutiques, psychocriminologiques que je propose. Dans mon rapport, je les divise à chaque fois en 2. Sur les critères cliniques, le côté diagnostique dans son aspect catégoriel et dimensionnel, mais aussi la question de l'usage de produits. Et est-ce que cet usage ou le diagnostic ont un rapport avec ou pas avec les faits poursuivis ou pour lesquels il a été condamné. Des critères thérapeutiques, on va pas mal y revenir demain, mais de savoir si est-ce qu'il existe une indication et quel est le niveau aussi de cette indication dans des soins qui seraient spécifiques ou non. Et une deuxième partie, à mon avis, qui est souvent oubliée dans les expertises, c'est est-ce que les soins sont accessibles ?
il y a une très grande disparité de l'offre de soins, autant dans les établissements pénitentiaires que sur le territoire national. Quand on habite dans un milieu urbain comme Lyon, je suis lyonnais, on a accès à toute une palette de soins qui n'existe pas dès lors qu'on s'éloigne de parfois quelques kilomètres de cette question. Des critères psychocriminologiques et des critères environnementaux qui d'ailleurs bien souvent manquent, et ça sera dans un des éléments de conclusion, qui manquent dans les informations dont peut disposer l'expert. À chacun de ces critères, donc un certain nombre d'indicateurs. Ce qui est intéressant, et c'est peut-être là où la question de la priorité, d'une première partie de la priorité de cas peut s'entendre, c'est quelle est l'information supplémentaire que va amener l'expert vis-à-vis d'une situation qu'on peut appeler information incrémentielle, notamment dans la littérature. Pour l'illustrer, l'expert apporte très peu d'informations incrémentielles dans deux cas qui sont évidents. Ce sont les personnes pour lesquelles la situation, notamment vis-à-vis du risque, est faible. Et puis les personnes dans la situation vis-à-vis du risque est très élevée. On ne va pas apporter beaucoup d'éléments supplémentaires chez ces deux catégories de cas. Puis il y a un autre élément aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de la dangerosité. Les outils dont on dispose actuellement ont une valeur prédictive relativement faible, il ne faut pas l'oublier, notamment sur la dimension individuelle. Et puis il y a pratiquement une limite épistémologique. Quand on prend une personne dans un groupe, même si on en connaît le risque statistique, on ne va pas pouvoir déterminer quelque chose sur la prédictivité pour un élément du groupe. Ça m'amène à présenter ce tableau un petit peu découpé que je vais essayer de donner, avec 3 temps quand même qui sont les temps judiciaires, mais qui pèsent beaucoup sur la question évaluative de l'expert, pré-sententiel, post-sententiel, et puis toute la question de la prélibération et des mesures de sûreté. En pré-sententiel, les critères principaux d'évaluation restent des critères diagnostiques, à mon sens, et d'indication thérapeutique. En post-sententiel, c'est la question de l'accès aux soins et puis quelques critères criminologiques qui sont importants. Et dans les situations qui sont peut-être les situations prioritaires en termes de priorité de cas, la question du risque en termes de probabilité et de sévérité. On ne va pas traiter de la même façon un risque avec des scénarios de risque qui sont de la violence banale, entre guillemets, avec la question de la violence sévère, et puis les critères d'environnement. Les indicateurs que vous voyez sur le tableau sont plutôt des indicateurs diagnostiques en pré-sententiel, plutôt de la question de parcours de soins en post-sententiel, et l'évaluation aussi des facteurs de risque et de protection. Et sur la question des mesures de sûreté et de prélibération, les indicateurs vont plutôt être des indicateurs d'environnement sur lesquels on manque parfois un petit peu. Les outils envisagés, je les cite aussi, plutôt des outils semi-directifs ou d'échelle de diagnostic en post-sententiel, des méthodes d'évaluation basées sur le jugement clinique structuré en post-sententiel, et les méthodes actuarielles à réserver peut-être à des situations particulières, avec l'intérêt aussi. Toute la question en pré-sententiel, j'insiste sur cette question, c'est l'orientation thérapeutique et l'accès aux soins en fonction du parcours prévisible du sujet. En post-sententiel, est-ce que finalement l'adéquation des projets au risque? Et puis sur cette question des situations les plus préoccupantes, prélibération, etc., lorsqu'il y a un changement important dans la prise en charge du sujet, voilà, ça va être la question de la priorité. Quelques points de perspective que je vais essayer de répondre aux questions. Qui décide quoi? Est-ce que c'est le juge ou l'expert qui décide du type
d'évaluation qu'il va demander. De mon point de vue, c'est le juge. Encore faut-il que l'expert dispose de suffisamment d'informations documentées dès lors qu'il veut utiliser une méthode standardisée. Je fais juste une petite illustration. Quand on a l'extrait numéro 1 de casier judiciaire comme information, c'est déjà bien. Il nous manque souvent énormément d'informations. A été évoqué, par exemple, juste avant la question du statut du rapport du Centre national d'évaluation. Il y a la question de la formation des experts. Si on veut utiliser des méthodes standardisées, il va falloir se former. Et puis, il y a la question des limites de l'évaluation. Il est important, à mon sens, que les experts et les évaluateurs se forment aux méthodes standardisées parce que c'est le seul moyen d'en connaître l'intérêt et les limites. Et puis, il y a toute la question aussi de l'évaluation pluridisciplinaire qui est un des standards de l'exercice de l'évaluation standardisée, qui est une recommandation importante pour l'évaluation standardisée et qui n'est pas... en France, l'expert est seul et se pose la question d'équipe, etc. Et enfin, le dernier point, c'est qu'une évaluation sans prise en charge en cours ou prévisible à court terme a relativement peu d'intérêt. Et c'est toute la question de la coordination entre l'expertise et la prise en charge future. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, à présent, nous allons accueillir Valérie Moulin, responsable de l'unité de recherche en psychiatrie et psychologie légale, maître de conférence des universités à l'Institut de psychiatrie légale au CHU du canton de Vaud, en Suisse. Merci pour cette présentation. Alors, pour contextualiser mon propos, je ne sais pas si... Est-ce qu'il est possible ? Voilà. Donc, la question posée étant vaste, et du fait que 2 psychiatres se prononçaient sur cette question, dans une perspective de complémentarité, j'ai fait le choix de me centrer sur l'expertise psychologique. Donc, je vais vous parler d'expertise psychologique. Je suis partie des missions de cette expertise, je me suis référée à ma pratique clinique de recherche, d'enseignement. Et la première chose sur laquelle je me suis arrêtée, c'est, dans un premier temps, cette notion d'évaluation, qui suppose la mise en place d'une démarche d'évaluation, l'application de critères relatifs à la situation évaluée en vue de répondre à des objectifs qui sont ici les missions expertales et d'aider à la prise de décision. Cet élément est extrêmement important. Donc, dans un premier temps, on s'est interrogé sur la démarche générale d'évaluation dans l'expertise et sur la restitution de cette évaluation dans le document que constitue l'expertise. Puis ensuite, on est allé voir quels étaient les critères pertinents à prendre en compte. Et en fait, après une immersion dans la littérature, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas finalement de critères fondamentalement nouveaux, mais que c'était davantage la manière de les investiguer, la manière de les appréhender et de les restituer qui nous paraissait novatrice. Et ces modifications, ça entraîne, selon nous, un certain nombre de changements dans la manière d'appréhender notamment les questions expertales. À titre d'exemple, le questionnement sur l'acte d'agression sexuelle, qui va être central, par exemple, dans le cadre d'une expertise psychologique présententielle, eh bien, ne devrait plus, tel qu'énoncé actuellement dans l'émission, s'intéresser seulement au lien entre l'anomalie mentale et l'acte dans une approche étiologique, causale, en considérant l'acte, mais aussi la pathologie comme étant statique, mais au regard des travaux de ces 15 dernières années, davantage se déporter vers la pluridimensionnalité, qui entre en jeu dynamiquement pour constituer des configurations à risque dans lesquelles vont s'actualiser des vulnérabilités psychiques qui vont participer au développement du processus de passage à l'acte. Dans le même ordre d'idées, la question de l'histoire de vie, telle qu'elle est appréhendée actuellement, nous paraît également quelque peu dépassée. L'intérêt serait de mettre en perspective le parcours de vie du sujet avec ces différents éléments, à la fois du passage à l'acte, de la personnalité, des points de vulnérabilité. De la même manière, la question de la récidive ne devrait plus être abordée en termes de probabilité
désincarner de récidive, mais plutôt, au regard de la pluralité des outils dont on dispose, rentrer dans une description de niveau de risque en explicitant justement les différentes dimensions qui participent à ce risque et qui vont donner des éléments de prise en charge et d'intervention, qu'elles soient d'orientation thérapeutique ou davantage centrées sur le risque de récidive. Alors, ça impose de mettre en œuvre des principes particulièrement rigoureux d'évaluation et de restitution des données dans une expertise. Et ça nous paraît être un élément extrêmement important dont peu de monde se préoccupe. D'abord, je voulais revenir sur la démarche générale que je proposais, qui est une démarche d'évaluation semi-structurée, qui va systématiser les données de la littérature, les connaissances de la littérature, mais qui va aussi tenir compte de la singularité d'un sujet. Et ce qui me paraît important pour une juridiction et pour une aide à la décision, c'est bien justement la capacité qu'aura l'expert de réarticuler ces éléments autour de la singularité d'un sujet. Alors pour moi, cette évaluation, elle doit procéder en 2 étapes. Une première étape de recension, de mise à plat, de tri, de déconstruction, de confrontation des informations, selon une logique que l'on pourrait dire disjonctive et cumulative, qui va permettre d'avoir une base et qui va être essentielle et qui devra apparaître dans une partie descriptive de l'expertise. Et puis un deuxième temps particulièrement rigoureux qui va consister justement à réarticuler et à réintégrer ces éléments justement dans le cas d'hypothèses psycholégales qui permettent de restituer le sujet expertisé, sa complexité, son historicité, sa dynamique, son histoire. Et cette deuxième étape, elle va procéder d'une seconde logique, qui est celle de la logique des systèmes, qui justement va penser les liens, les articulations, les configurations. Alors, dans cet état d'esprit, nous avons dégagé 5 axes dans ce rapport. Je ne vais pas pouvoir revenir sur les 5 axes abordés. Le premier, principalement centré sur la démarche d'évaluation expertale et sur sa démarche de restitution. Les 4 suivants, centrés sur les objets de l'évaluation expertale, notamment la question du parcours de vie, du processus de passage à l'acte, du positionnement du sujet par rapport à son acte, et je reviendrai sur les critiques qui ont été émises tout à l'heure, et sur la question du risque de récidive. Nous avons considéré que nous ne revenions pas sur la question de l'évaluation de la personnalité en tant que telle, ni sur les préconisations de traitement qui nous paraissent suffisamment conséquentes dans les expertises actuelles. Alors, au regard de l'importance que peut prendre une expertise dans les décisions judiciaires, mais aussi face à la pluralité et à la diversité des expertises actuelles qui en font leur richesse, il me paraissait extrêmement, et dans un objectif de clarté et de lisibilité, justement, pour l'aide à la prise de décision, un des premiers enjeux de l'évaluation expertale consiste, de mon point de vue, à ce que l'expert parvienne à expliciter la manière dont il va réaliser une expertise, c'est-à-dire comment il fait une expertise, et en décrivant les différentes étapes, les démarches, et pour ça, il y a un certain nombre d'éléments, notamment à travers la supervision des jeunes experts, voire la supervision des experts qui en auraient besoin, même lorsqu'ils ont un temps de pratique assez conséquent. Donc un premier temps d'explicitation de la démarche. Un deuxième temps, afin de rendre accessible et compréhensible son contenu, et dans un objectif toujours d'aide à la décision, d'organiser et de formaliser sa restitution en évitant différents écueils qui sont mentionnés dans la littérature et que l'on va retrouver sous différentes formes ou que l'on retrouve également dans la supervision d'expertise. Ces éléments peuvent également être travaillés dans le cadre des supervisions d'expertise. Je passe. Alors, un autre enjeu dégagé, renvoyé à la reconstruction du parcours de vie. À partir de différentes recherches conduites sur des corpus d'expertise à la fois français et suisses, il nous a semblé nécessaire de revenir sur l'investigation des différentes dimensions qui apparaissent essentielles à investiguer dans une expertise pour éclairer l'ensemble des missions expertales. Les dimensions proposées et la manière de les appréhender, en considérant le sujet en situation et en relation, elles vont permettre justement d'appréhender la manière dont un sujet, d'appréhender des éléments factuels, mais également la manière dont le sujet les perçoit, les vit et leur impact sur le plan psychique, ce qui va nous aider a posteriori à reconstruire ces parcours de vie. Leur mode de restitution, elle doit être faite de 2 manières. De manière descriptive dans une partie de l'expertise et puis de manière séquentielle dans une posture argumentative selon des principes d'analyse qui vont intégrer la dimension temporelle et permettre de reconstruire des trajectoires de vie au regard et qui permettront justement de repérer les configurations, de leur effet sur le plan subjectif, des processus psychiques en jeu, de leur aspect stable, instable dans un parcours.
Un autre point que nous avons développé longuement et que je ne vais pas reprendre ici est celui du processus de passage à l'acte. À partir de l'étude des 3 grandes périodes décrites en criminologie, il est aujourd'hui possible de reconstruire le déroulement du processus de passage à l'acte et de repérer dans quel contexte ou face à quel type d'événement un sujet est susceptible d'être vulnérabilisé ou au contraire, comment justement ces fantasmes sexuels sont susceptibles d'être exacerbés. Quelle forme de déstabilisation ça va susciter, ce que le sujet met en place en termes de consommation toxique, en termes de stratégie de coping, quelles vont en être les répercussions sur les victimes, la relation à la victime. On peut ainsi déconstruire puis reconstruire ce processus de passage à l'acte qui va nous donner des éléments extrêmement intéressants sur la manière dont s'actualise l'agression, mais également pour les prises en charge, quelle que soit leur orientation. Un autre point qui me paraissait important à aborder est la question de l'évaluation du risque de récidive. Aujourd'hui, si on regarde la littérature, il y a plus de 150 outils qui permettent d'évaluer le risque de récidive. Donc pour moi, la question qui se pose, c'est pas utiliser ou pas utiliser les outils, mais quel outil utiliser, pour quel sujet et dans quel but. Et comment l'expert va l'utiliser et comment l'expert va restituer son évaluation et les résultats de son évaluation dans l'expertise. Il existe aujourd'hui notamment des jugements professionnels structurés qui vont permettre à la fois de dégager un niveau de risque à travers la description, la pondération de différents facteurs, mais aussi d'offrir des pistes de prévention à travers l'analyse, l'articulation des différents facteurs qui concourent à ce risque. Ils vont passer en revue les principaux facteurs de risque, mais aussi de protection. On a aujourd'hui la possibilité d'intégrer dans les évaluations les facteurs de protection qui permettent une évaluation beaucoup plus nuancée. Et je rappelle également que les concepteurs de ces outils préconisent la méthode d'évaluation en consensus, c'est-à-dire notamment en binôme ou à 3 évaluateurs pour permettre la confrontation des points de vue. Je passe donc cette slide et je voulais juste conclure sur le fait qu'au regard du travail réalisé, il me semblait extrêmement important de renforcer la formation initiale des experts, alors au niveau psycholégal, mais également la formation continue, de manière à ce que ces connaissances soient actualisées. Il me paraissait important aussi de créer des espaces de transmission des savoir-faire, des espaces de transmission des compétences, et notamment que les jeunes experts puissent être évalués, être guidés, accompagnés dans la réalisation des premières expertises, mais aussi les experts qui en auraient besoin dans le cadre de leur travail. Il me paraissait également important de renforcer les liens entre la pratique clinique et la recherche, de manière justement à ce que les chercheurs puissent s'emparer de ces objets de l'expertise et puissent mener des travaux là-dessus. Mais aussi de renforcer le dialogue entre les experts et les magistrats afin que les experts et les magistrats réfléchissent conjointement aux missions, aux attentes et aux demandes, justement, par rapport aux expertises. Mais également un dernier point. Il me semble que l'expertise est un travail extrêmement complexe, rigoureux, qui prend du temps. Et il est nécessaire que les experts se mobilisent pour la reconnaissance de ce travail qui prend du temps et qui suppose des connaissances et des compétences. Je vous remercie. Bien, donc parole à la commission d'audition. Donc une question à Madame Moulin sur les stratégies de coping. Comment les évaluez-vous et quelle différence faites-vous avec les mécanismes de défense? Alors, je ne suis pas spécialiste de l'évaluation des stratégies de coping, mais il existe une pluralité de tests. Je vous renvoie par exemple à l'ouvrage de Franca Cortoni, qui vient de sortir un ouvrage en 2017, qui a été écrit avec Monsieur Pham d'ailleurs. Il existe notamment différents tests qui permettent d'évaluer ça. Mais une stratégie de coping va renvoyer au fait que le sujet, justement, se défend par rapport à une angoisse, un élément. Et alors, il faudrait revenir sur des notions conceptuelles. Est-ce que
Le coping n'est pas une traduction dans le champ psychodynamique des mécanismes de défense. Quelle différence vous faites entre coping et mécanisme de défense ? Moi, j'utilise le terme de coping en termes de, justement, défense par rapport à une situation. C'est une stratégie que le sujet utilise pour pouvoir se dégager de cette situation. Mais il existe des outils qui permettent d'évaluer ces aspects de manière précise. Autre question dans la commission d'audition ? Oui, je m'interroge sur le paradoxe de baisse du nombre d'experts et en même temps d'une présentation extrêmement brillante d'un exercice extrêmement précis, rigoureux, qui prend du temps. Depuis 1998, quelles sont les évolutions de ce point de vue-là, et c'est quoi les perspectives aujourd'hui pour vous? C'est une autre question sur la surévaluation de la dangerosité, du risque de récidive, la surévaluation du risque de récidive qu'on trouve dans certains travaux. Je voulais vous entendre là-dessus. Je peux commencer à répondre sur les deux questions. Effectivement, le nombre d'experts baisse. Alors, il y a plusieurs paradoxes. C'est au moment même où on s'intéresse de plus en plus à la psychiatrie légale aussi, où on envisage des formations spécifiques. Bon, je n'ai pas de réponse sur les paradoxes. Je pense qu'il y a quand même deux points sur lesquels il faudrait s'interroger. Le premier, c'est la question des priorités. Globalement, le législateur a étendu les expertises obligatoires au fur et à mesure qu'il a étendu le champ du suivi socio-judiciaire. Est-ce que c'est... Et puis, assez logiquement, les experts ont fini par répondre par des expertises, comme cela a été déjà dit, relativement vite réalisées et qui sont en fait des expertises de diagnostic. Du coup, ça renvoie à la pertinence, mais ça, c'est au législateur de s'interroger, de la multiplication des situations d'expertise, alors qu'on sait que dans beaucoup de situations, cliniquement, elle amènera, l'expert apportera peu d'informations supplémentaires, je l'ai évoqué. Puis après, il y a le deuxième point, c'est la question du niveau de rémunération. Est-ce qu'on ne peut pas renvoyer, alors c'est juste une hypothèse, la conférence de consensus de 2007 disait 3 niveaux d'expertise. Est-ce qu'il ne faut pas envisager 3 tarifs? Ça serait relativement simple, avec aussi 3 travaux qui ne demandent pas le même temps. Faire une expertise diagnostique ne demande pas du tout le même temps que faire une évaluation criminologique en utilisant des outils standardisés. Moi, je voudrais ajouter qu'en fait, en France, on a effectivement assisté à une espèce de systématisation de l'expertise. Alors, le législateur, finalement, il est pris dans une idéalisation de l'expert qui va dire le dernier mot de questions qu'on pose, mais on est au cœur du sujet parce que je pense que peut-être dans notre groupe d'experts psychiatres et psychologues, on peut peut-être renvoyer des réflexions sur les points où la systématisation, de notre point de vue, ne paraît pas pertinente. Je vous en donne un qui est une piste de réflexion. Notamment en raison de la loi de 1998, il est nécessaire de demander à un expert si quelqu'un relève d'une injonction de soins. Donc en 1998, ça s'est créé comme ça. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui? C'est une raison pour laquelle les expertises, par exemple, se sont multipliées en réquisition sous la houlette du procureur, parce que certaines affaires vont au tribunal correctionnel. Et donc, moi, ma position, elle est très claire. Je pense que aujourd'hui, finalement, l'injonction de soins pourrait se décider plus tard, ou peut-être... et en même temps, je dirais que les équipes spécialisées de prise en charge des délinquants sexuels ont pris de plus en plus de personnes. Le fait que quelqu'un puisse tenter le fait d'être pris en charge. Après, des fois, ça ne marche pas pour une raison ou pour Y. Donc, je veux dire que, par exemple, à l'époque, le législateur pensait qu'il fallait demander un avis
un psychiatre ou un psychologue. Moi, je pense que ce n'est pas la peine de demander, parce que finalement, ce n'est pas une prise en charge thérapeutique, l'injonction de soins. C'est est-ce qu'on peut traiter quelqu'un qui a des troubles de la personnalité, peut-être une problématique psychosexuelle, mais c'est la question de la prise en charge d'une problématique de personnalité. Il n'y a pas de troubles mentaux dans beaucoup de cas. Donc en fait, je pourrais dire, même avec ma casquette de psychiatre criminologue, je serais tenté de dire, on peut toujours tenter une injonction de soins. Après, elle se pratique pas sur le terrain. Eh bien, cette systématisation par le législateur a fait que aujourd'hui, il y a une nécessité pour toutes les affaires qui sont jugées en correctionnel, qu'il y ait un expert qui réponde oui ou non, c'est possible d'avoir une injonction de soins. Moi, par exemple, de mon point de vue, ce n'est pas pertinent. Et donc, par exemple, là, qu'on demande à un expert est-ce que quelqu'un a des troubles mentaux ou pas, mais ça c'est important, il y a des troubles mentaux, on s'en occupe d'une certaine manière, il n'en a pas et on peut le juger en correctionnel. Donc je crois que le travail qui pourrait être fait avec un groupe d'experts, et puis donc évidemment convaincre un peu le législateur, c'est peut-être, je dirais très simplement, un peu moins d'expertise, et puis je vais dans le sens un peu de Frédéric Meunier, au fond, en fonction de ce qu'on demande, un paiement qui est un petit peu différent. Je vous donne un exemple parce qu'on est en France. J'avais convaincu un garde des Sceaux, il y a quelques années, de créer une rubrique expertale de psychiatres et de psychologues qui pensaient qu'ils s'intéressaient à la psychocriminologie, donc à la dangerosité. Et le garde des Sceaux était convaincu, donc il écrit à la Cour de cassation. Et qu'est-ce que lui répond la Cour de cassation? On est en train de toiletter les intitulés des rubriques d'experts en fonction des titres universitaires. Monsieur le garde des Sceaux, comme il n'y a pas de chaire de criminologie en France, vous ne pouvez pas créer donc une rubrique. Donc on voit qu'on est un pays extrêmement cérébral, extrêmement obsessionnel, et parfois on manque un peu de pragmatisme. Autre élément qui a été dit tout au long de la journée, moi j'en ai un petit peu assez du truc, il y a moins d'experts, etc., etc. Pourquoi? Je vois de plus en plus d'étudiants qui font le DU depuis des années. Et je me dis, pourquoi ils ne passent pas à l'acte pour se mettre sur les listes? Mais parce que certains d'entre nous, on tient un discours triste. C'est dur, tu vas en chier, les magistrats ne te traitent pas bien, et en plus, tu es mal payé. Ben non, ceux qui sont à bord, on n'est pas tous masochistes. C'est un travail intéressant, la psychiatrie et la psychologie légale, c'est passionnant, c'est intéressant. Et donc, rendons dans le partenariat avec les magistrats et autres, cette pratique viable de façon positive. Voilà le discours à tenir. C'est quand même paradoxal. De plus en plus d'étudiants qui font des DU de psy légal, et puis il y en a très peu qui se mettent sur les rubriques d'experts. Voilà notre sujet aussi. Oui, merci beaucoup. L'évaluation de la dangerosité a fait beaucoup parler. Alors vous nous avez rappelé très justement qu'il fallait écarter les schémas binaires en la matière. Il n'empêche qu'il me semble que ça pose deux problèmes. Le premier, c'est est-ce qu'on n'évacue pas un peu le sujet en le mettant en face de corrélations statistiques précises? Ou pour parler à la Pierre-Victor Tournier, on pourrait dire oui, il est à peu près sûr que parmi les délinquants, il y a plus de jeunes hommes pauvres que de femmes âgées riches. Est-ce que les critères employés suffisent à qualifier une dangerosité au sens criminologique? La deuxième question que pose tout ceci, c'est est-ce qu'il peut y avoir identité entre le psychiatre, comme vous l'avez très bien dit, qui identifie quand même des facteurs cliniques, et quelqu'un qui évalue des critères qui ne sont pas cliniques. Et enfin, une question très concrète, puisque ces instruments actuariels sont mis en place outre-Atlantique depuis déjà un bon moment, est-ce qu'on a déjà étudié ou confronté les résultats des études de risque de récidive qui avaient été faites ex ante et les criminalités ex post des individus expertisés? Je me permets de répondre à la première question. Concernant la dangerosité criminologique. D'abord, je crois qu'il faut que, de manière collective, ce terme sorte de notre utilisation. On n'utilise plus ce terme, on utilise le terme de risque de récidive. Le terme dangerosité est extrêmement connoté à différents niveaux et la question du risque de récidive l'est beaucoup moins. Il existe aujourd'hui
dans la pratique, dans la littérature, une pluralité d'outils, mais vraiment un nombre très important. Quand je disais 150, c'est des chercheurs qui ont recensé et qui recensent 150 outils. Il y a eu différentes générations d'outils. On est arrivé aujourd'hui à des outils qui permettent d'évaluer notamment ce qu'on appelle des facteurs dynamiques, qui sont en fait des vulnérabilités psychiques ou des traits psychologiques, pour le dire autrement, mais c'est exactement la même chose. Par exemple, les problèmes de régulation émotionnelle, par exemple, les problèmes d'impulsivité. Donc, on a aujourd'hui des outils, alors qu'ils sont imparfaits, hein. Mais ce que je disais, c'est que on va avoir des outils qui nous permettent d'avoir des données sur l'histoire de vie du sujet, qui vont nous renseigner sur des données dynamiques, comme l'impulsivité, sur les circonstances dans lesquelles un sujet est susceptible de récidiver au regard de ses potentialités dans des situations de stress, par exemple. Et si on articule ça aux données cliniques, on peut restituer la complexité du sujet, mais sans rentrer, et c'est ce que je proposais, ne pas rentrer dans une approche probabiliste, mais de rentrer davantage dans une approche compréhensive qui va expliciter comment éventuellement le sujet pourrait se retrouver dans des situations à risque qui l'amènent à récidiver. C'est une autre perspective sur le plan épistémologique, et il me semble que là, il y a des éléments extrêmement intéressants parce que ça offre des pistes en termes de prise en charge thérapeutique et criminologique. Et on n'est plus dans la même conception des choses. Moi, je voudrais ajouter quelque chose qui part d'une expérience. J'ai été 10 ans, à l'époque ça s'appelait le CNO, donc on passe par cycle 60, à l'époque, toutes les longues peines. Et dans l'évaluation et l'entretien que j'avais avec ceux qui avaient récidivé, j'ai été frappé par une chose. 90% d'entre eux m'ont dit: on a été trop cool avec moi. Je simplifie un peu, mais c'était ça. Et donc, alors je vais maintenant poser la question, évaluer qu'on l'appelle, tu as raison, parfois les mots sont importants, mais un risque de récidive. Quelle est la crainte que peut avoir quelqu'un qui se situe au niveau de l'éthique? Admettons même que simplement on dise que ce sujet a un risque fort, ce sujet a un risque moyen, ce sujet a un risque faible. Admettons. Bon. C'est que la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'il y ait une stigmatisation en plus d'une vérité probabiliste, parce que sur le plan scientifique, quelqu'un qui a un risque faible peut malgré tout recommencer, et quelqu'un qui a un risque fort peut ne pas recommencer. Donc, au fond, le problème des évaluations, quelles qu'elles soient, de ce risque, c'est comment on en fait, quelle dynamique s'entraîne. Et donc, moi, la solution que j'avais proposée au Conseil constitutionnel, qui m'avait entendu à l'époque sur qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce qu'il faut le faire ou pas, c'est que la société devrait fonctionner, de mon point de vue, de la façon suivante, qui est de manière un petit peu dynamique. Quelqu'un a un risque faible. Je vous prends un exemple, un père incestueux, donc qui n'est ni mégalomane, ni paranoïaque. Sa fille est venue le voir en prison, il s'est excusé, il a demandé pardon, il va revenir dans sa famille. Je me rappelle, quand on allait au Canada en 91, il y avait des collègues qui étaient un peu comme ça, parce que je les avais amenés à l'association Repentigny, où il y avait des familles, où il y avait eu un inceste, qui, après l'incarcération du père, revivaient ensemble. Les Français n'avaient jamais vu ça. Comment on revit en famille après l'inceste? Bon, c'est sidérant. Donc, il y a ces gens qui ont risque faible. Est-ce que c'est même pertinent de mettre une injonction de soins? Sinon, pour se faire plaisir et pour mettre un système de précaution. Je fais un arrêt-image. Dans nos sociétés, on est tellement inquiet qu'on met des systèmes de précaution partout. Et même, je ne sais pas ce que Pierre Lamotte va dire demain, on voit de temps en temps, parfois, quand on discute avec certains juges d'application des peines, même quand l'expert dit finalement, il a fait un travail, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas risque, on ne peut pas l'arrêter, l'injonction de soins. Premier élément. Et donc, celui qui a un risque fort, je vais donner une dimension dynamique de ce qu'on peut lui proposer. Vous êtes en prison, il rencontre le JAP. En fonction de l'évaluation, là aussi, éloge de la pluridisciplinarité psychiatre-psychologue. Nous, on défend une dualité psychiatre-psychologue pour évaluer ce... Bon, c'est pas encore... Et donc, on pourrait lui dire, voilà, nous, on ne veut pas vous persécuter, mais on va vous donner un message. Vous, si vous ne faites pas le suivi en milieu carcéral, évidemment, donc donnez une dynamique pour que, même une chance, et moi, ça me marque un peu, tous ces récidivistes, finalement, quoi de plus masochiste que récidiver? Donc, il ne s'agit pas de les persécuter en les gardant incarcérés durablement, mais peut-être avoir des suivis
plus ou moins structuré en fonction du risque. Voilà, à mon avis, quelle est la bonne réponse dans le champ social. Je voulais juste dire un mot déjà sur les outils. La plupart des outils dont on parle ne sont pas des outils actuariels, ce sont des outils basés sur le jugement clinique structuré. Quand on parle de formation, parce qu'on met souvent sous actuariel toutes les méthodes. Quand on parle de formation, je pense que ça participe à la formation que de s'intéresser à ce type d'outils. Et l'autre élément que je voulais juste ajouter, très rapidement, c'est que l'évaluation, ce n'est pas l'évaluation d'un sujet dans rien, où il y a la question du sujet dans l'environnement dans lequel il est à un instant T et dans l'environnement dans lequel il va se retrouver à relativement court terme. L'évaluation, elle est importante à ce moment-là. Si il est prévu que la personne passe les 10 prochaines années en prison, l'évaluation a finalement peu d'intérêt puisque l'environnement ne va pas se modifier de façon caractéristique. Le risque, il est à ces moments de rupture et il est aussi en fonction du contrôle que les personnes qui accompagnent notamment le condamné, ont sur son environnement. Juste un dernier mot. Certaines méthodes ne peuvent pas s'appliquer s'il n'y a pas un moyen de contrôle sur l'environnement, parce que l'environnement fait qu'il amène parfois un facteur d'imprévisibilité énorme. Merci. Il y a une question parmi les experts, je crois. Deux. Non. On m'entend ? En fait, c'est pas trop une question, c'est juste pour rebondir sur la partie où vous avez parlé des outils actuariels. Comme il n'y a pas d'autres représentants de l'administration pénitentiaire, donc j'en profite pour le dire. Il faut savoir que sur cette question, l'administration avance et a décidé d'intégrer, il y a une recherche qui s'appelle la recherche Préva, donc pendant 3 ans, plusieurs outils actuariels ont été testés dans des SPIP. Et celui qui est ressorti gagnant, on va dire, c'est le LSCMI. Et l'idée, c'est petit à petit de l'intégrer dans les pratiques des CPIP pour évaluer, et pas que le risque de récidive, mais évidemment déterminer une prise en charge adaptée en fonction des facteurs de risque, des facteurs de protection, et puis surtout pour savoir si la prise en charge doit être plus ou moins soutenue, parce qu'on sait qu'une personne qui a parfois de faibles risques et à qui on impose une prise en charge plus soutenue que nécessaire, ça peut être contre-productif. Donc on a aussi l'idée à la fois d'avoir des prises en charge plus espacées et la possibilité, et j'espère qu'on en parlera quand on parlera de la prise en charge, de tout ce qui est justice restaurative, cercle de soutien et de responsabilité, qui sont très adaptés aux auteurs d'infractions à caractère sexuel. Voilà. Merci. Le monsieur qui était derrière, là-bas. Oui, donc monsieur voilà. Thierry Fabre de Belgique. Donc je voulais juste poser la question, mais madame vient de répondre concernant l'évolution de l'administration pénitentiaire sur cette question donc d'évaluation structurée. Donc je suis heureux d'entendre que l'administration évolue sur ce point de vue. Je pense que ça a été bien difficile dans les années antérieures. Je suis aussi heureux d'entendre qu'au fond, la nuance sur les classiques antagonismes évaluation criminologique versus évaluation santé mentale se développe. Parce qu'habituellement, évidemment, en France, lorsqu'on parle d'évaluation criminologique, on sous-entend surtout, principalement, les aspects comportementaux et les aspects délictueux. Donc je pense qu'il est heureux, évidemment, de réitérer à l'aune de ce que Valérie Moulin, notamment, et Frédéric a dit, l'évaluation psychocriminologique qui intègre en tout cas toute une série de paramètres, notamment des paramètres de nature clinique. On ne peut pas évaluer l'évaluation criminologique et la dangerosité sans intégrer des mesures dynamiques et des mesures fondamentalement cliniques. Alors, j'avais une troisième remarque concernant la question des outils actuariels, et c'est vrai que ce label outil actuariel est un peu aujourd'hui dépassé dans le sens où, effectivement, Frédéric l'a rappelé, il y a plusieurs générations d'outils et instruments, et je pense que le terme actuariel présuppose, en tout cas sous-entend principalement des outils à connotation délictueuse fondés sur des statistiques de groupe. Donc je pense que c'est un terme qui est un peu dépassé. Je pense qu'il faut pouvoir nuancer, et en réitérant le fait qu'il y a plusieurs générations et 4 générations d'instruments. J'aurai raison d'en reparler demain. Moi, je voudrais juste à ce stade répondre une chose, c'est que
au-delà de l'évaluation, quel est le vrai problème qu'on a, qu'on soit en prison ou ailleurs? C'est l'évolution de la stratégie dans les milieux institutionnels. Je pense que, moi j'étais au CNO pendant 10 ans, on a mis du temps à convaincre l'administration pénitentiaire qu'il fallait faire des prisons un peu spécialisées. Puis après, il y a eu 22 prisons théoriquement spécialisées, mais même est-ce qu'elles sont vraiment spécialisées? Donc je pense que utiliser le temps de peine, quelle merveilleuse idée simple et humaniste, c'est-à-dire que le sujet, bon, il a eu sa peine, et donc améliorer dans l'institution les différents degrés d'intensité de suivi qu'on peut faire en fonction d'une évaluation qu'on a fait, ça me semble une manière très dynamique pour le sujet et pour la société d'utiliser le temps de peine. On passe aux autres questions. Merci, Roland. Bonjour, je m'appelle Sabrina Blanche, je travaille à la direction de l'administration pénitentiaire au bureau des pratiques professionnelles en SPIP. C'est juste pas une question mais une information pour rebondir sur ce que disait ma collègue du CNE de Fresnes. En fait, les suites de la recherche-action Préva n'ont pas abouti au LSCMI. Enfin, il a été... Ça a abouti au LSCMI comme quoi c'est un outil qui était intéressant, mais la DAP dit qu'aujourd'hui c'est un outil qui n'est pas adapté au contexte français. Et donc il y a actuellement des groupes de travail en cours à la direction de l'administration pénitentiaire pour adapter des outils au contexte français et proposer éventuellement plusieurs outils au service déconcentré. Oui, bonjour Jean-Michel Pasquier, psychiatre. Je voulais poser quand même une question aux experts sur la notion qui traîne encore dans toutes missions d'expertise sur la dangerosité. Et est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de se battre pour qu'on retire un petit peu, comme vous le dites là, à juste titre, cette notion de dangerosité, puisqu'on attend de nous qu'on se prononce sur cette dangerosité, on donne des éléments au niveau psychique, au niveau psychocriminologique, mais la dangerosité criminologique ne se résume pas à ça. On sait très bien que les facteurs environnementaux que vous évoquiez tout à l'heure, qu'on n'est pas à même de mesurer au moment d'une expertise, bien souvent, sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup moins statiques que nos évaluations. Et on continue à faire un peu des apprentis sorciers quand on répond à cette question. Merci, madame. Anne-Cécile Gabriel, je suis directrice pénitentiaire d'insertion et de probation au SPIP du Rhône. Donc effectivement, sur les outils d'évaluation, il y a un travail qui est fait au niveau national, départemental ou interrégional pour l'appropriation d'outils, pour la structuration du jugement. Alors dans un objectif qui est d'évaluation du risque, mais aussi de définition des modalités de suivi. Donc moi, ce qui me questionne, c'est que j'entends parler de statique 99, de la LSCMI. Une partie de l'équipe a été formée à l'outil. C'est comment on va coordonner nos interventions à la fois sur le champ médical et en lien avec les SPIP, et comment aussi on arrive à conserver l'évaluation qui est faite pour réévaluer aussi les prises en charge et travailler les objectifs de la prise en charge conjointement avec la question du secret professionnel, du secret médical. Merci. Monsieur? Oui, docteur Stroh. Attendez une seconde, un expert va répondre d'abord. Je voulais répondre, je pense que les éléments vont répondre aux deux questions, enfin, sont des éléments de réponse aux deux questions précédentes. La question de la dangerosité, ça a été dit, je pense aussi qu'il faut l'abandonner comme question. Elle n'est plus utilisée nulle part dans le monde, hein, je pense en plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la question du risque, et puis surtout, c'est comment on prend en charge ce risque. Et c'est là où il y a des corrélations entre il y a des correspondances entre l'évaluation structurée qui permet d'envisager des scénarios de risque. Il y a des outils d'ailleurs dans le but et d'envisager des scénarios de risque et de mettre en place, de proposer en tout cas dans cet outil d'aide à la décision qu'est l'expertise, des éléments contribuant à la mise en place d'une réduction de risque. Parce que évaluer un risque, si on n'envisage pas de le réduire, ça a aucun intérêt à mon sens. Et je pense que c'est là où, par rapport à la question de Madame Gabriel, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans cette situation particulière d'un individu pour réduire le risque attendu? Et quelles sont les priorités finalement? Je me permets juste de rebondir. C'est pas du tout la même chose d'utiliser un jugement professionnel structuré, tel que la SVR 20, la HCR 20 ou la SAPROF,
que d'utiliser la statique 99, qui est en fait un outil actuariel basé sur des éléments qui ne peuvent pas évoluer et dont on ne peut pas faire grand-chose. Certes, en termes sécuritaires, c'est intéressant. Mais ce que moi j'ai essayé de vous expliquer, c'est que l'outil, il va falloir, les éléments qu'on recueille à partir de l'outil, ça nous donne des données incontournables aujourd'hui de la littérature. On ne peut pas faire comme si on ne connaissait pas la littérature internationale sur la question du risque de récidive. Ou alors on fait autre chose. Mais ce qui me paraît important, c'est comment on va intégrer ces données à une évaluation clinique globale singulière pour pouvoir justement donner des axes en termes de prise en charge, en termes de réduction du risque. Et je crois que la différence fondamentale, elle est là. C'est la manière d'utiliser ces outils et la manière de les restituer au regard d'une discussion clinique qui tient compte de la complexité du sujet. Pour moi, ça, c'est un point extrêmement important. Et de bien connaître les outils, on n'évalue pas la même chose avec la statique qu'avec la HCR20. Ce n'est pas du tout le même outil. Et c'est pour ça que les experts qui utilisent des outils doivent être formés aux outils. Parce que sinon, ils vont choisir un outil sans savoir pourquoi et il ne sera pas du tout adapté à la problématique de la personne. Donc, il y a une nécessité de formation aux outils et pour pouvoir choisir le bon outil. Je voudrais juste ajouter quelque chose quand même. Bon. Rapidement pour une autre question. Non, mais il faut quand même, il faut qu'il y ait un débat, sinon. Donc, oui, justement. À un moment donné, on a eu un problème avec le terme crédibilité, on l'a supprimé. Mais est-ce que aujourd'hui, un des problèmes quand un plaignant ou une plaignante se présente, c'est pas de savoir s'il dit la vérité. Vous avez vu dans des affaires récentes à quel point c'est central. Est-ce que le fait qu'on l'appelle risque de récidive ou dangerosité criminologique pour les sociétés, d'évaluer le risque un peu différent de la plupart des auteurs d'agressions sexuelles est quelque chose de pertinent à évaluer? La réponse est oui. Mais la bonne réponse, et là on se rejoint, c'est qu'au fond, c'est la dynamique de ce qu'on en fait. Et je pense que un des éléments les plus intéressants, c'est la dynamique des prises en charge dès le milieu carcéral. Moi, en externe, par exemple, j'ai une autre problématique, je fais en une phrase très vite, on a une très grosse consultation, et donc c'est important qu'on soit attentif, plus peut-être avec certains qui sont en liberté, qui ont un risque plus fort, donc on est plus prudent, on est plus vigilant dans la prise en charge. Voilà, c'est la dynamique de ce qu'on en fait, l'évaluation, qui est intéressante, c'est-à-dire l'évolution des pratiques en milieu carcéral et à l'extérieur. Merci. Bon, désolé, j'espérais pouvoir vous donner la parole, monsieur, mais ce sera, gardez votre question pour demain. Et je laisse la parole à Sabine. Voilà. Alors, avant que vous partiez, je vous demanderai juste de rester tous assis pendant 2 minutes. J'ai quelques consignes à vous donner. Ça ne va pas durer longtemps. D'abord, on va faire partir les membres de la commission d'audition qui vont rejoindre leur hôtel et poursuivre ce travail. Voilà, on les remercie encore pour leur attention. Je voulais remercier aussi tout le monde dans la salle parce que vous avez supporté la longueur de cette journée. On a été contraints de le faire pour permettre à tout le monde d'arriver en raison de cette période de grève. Pour demain matin, on a prévu de commencer plus tôt. Vous avez tous rendez-vous ici à 7h45. Pour quelle raison? C'est qu'il faut repasser les portiques de sécurité et que comme on est 270, vous avez vu, il faut un peu de temps pour passer ces portiques. Donc je vous remercie. Alors pour préciser aussi que il faut bien que vous gardiez vos badges parce que vous ne pourrez pas rentrer demain si vous n'avez pas vos badges. Donc c'est très important. Je précise aussi que demain, vous aurez une feuille d'émargement à signer à nouveau. Et il faudra quand même passer pour faire la signature demain matin au desk pour valider votre présence sur le 2e jour. Je rappelle également au groupe bibliographique, aux différents comités d'organisation et aux experts que nous avons rendez-vous tous ensemble à 19h. Pour ceux qui auraient oublié cette information et qui voudraient des précisions, vous pouvez venir vers moi, je vous en donnerai un peu plus. Voilà, écoutez, je vous remercie tous de votre participation active, de la qualité des questions, de la qualité des interactions et je vous dis à demain.